terre. Bon, Eh ben, bonjour à tous. Merci d'être venus pour ce séminaire. Donc, on a le plaisir de recevoir Guillaume Lavaux, qui est directeur de recherche à l'Institut d'astrophysique de Paris et qui va nous parler de problématiques de reconstruction de l'univers à grande échelle et en particulier des conditions initiales qui sont associées à cette reconstruction. Ok. Guillaume, je te laisse la Donc, parole. comme je l'ai indiqué avant, bon, tout le monde est en français ici. Donc, bon. Parce qu'en astronomie, on est plutôt souvent en anglais, y compris les étudiants, les postdocs. Donc, alors les transparences sont en anglais, mais je vais parler en français. Et donc, en fait, c'est un programme de recherche qu'on a commencé maintenant il y a, euh, disons, depuis 2013, donc ça fait plus de 10 ans. Et qui traite justement de tout ce qu'on manipule en fait en cosmologie. Donc, je vais revenir sur les problématiques spécifiques de la cosmologie, mais qui essaie et cherche en fait à établir les conditions initiales de notre univers. Il y a des particularités à essayer d'obtenir ces conditions initiales et comment on les relie aux données que l'on a actuellement, qui ont beaucoup disons, de défis. Donc, il y a des défis qu'on a pu réaliser, certains qui sont encore d'actualité, d'autres on a pu s'affranchir. Et donc, on a packagé tout ça dans un logiciel qu'on appelle Borg, euh, Bayesian Origin Reconstruction from Galaxies. Disons la blague de Borg, c'est aussi que c'est lié à Star Trek. Hein. Donc, là-dedans, il y a une espèce qui s'appelle les Borg qui assimile tout. Et donc, c'est lié à la simulation de données dans ce cas-là. Et donc, l'idée, c'est d'assimiler le maximum de données que l'on a à notre disposition pour en obtenir un contenu scientifique. Donc alors la partie en question dont je vais parler, c'est beaucoup de gens. Alors il y a un sous-ensemble, donc la partie que je vais présenter, c'est le sous-ensemble de ces gens-là. C'est un ensemble d'étudiants, de chercheurs permanents, de postdoctorants. Alors il y a au moins 3 instituts, 4, 5 maintenant. Donc en Suède, aux États-Unis, en France, mais on fait partie d'un groupe beaucoup plus large qu'on a fondé, et dont on peut avoir la liste ici. Donc en fait, en cosmologie, ça c'est un peu un résumé de l'histoire cosmique telle qu'on la comprend actuellement. C'est un bref résumé de l'histoire de l'univers. Et c'est important pour mettre en place le contexte. Donc essentiellement, donc, on part de cette région qu'on a de ce côté-là ici, qu'on appelle essentiellement le Big Bang ou singularité, hein, suivi d'une ère d'inflation dans laquelle va se passer des phénomènes qu'on ne maîtrise pas forcément entièrement. Mais ce qui est important, c'est que ça essentiellement fige ce qu'on appelle les conditions initiales. Je vais y revenir après. Et ensuite, il y a une évolution sur une physique essentiellement qu'on maîtrise par l'intermédiaire de la physique qu'on a sur Terre et la relativité générale qu'on a essentiellement dérivée de manière théorique et expérimentale. Et on arrive ensuite à une phase qu'on appelle la surface de dernière diffusion, qui est le fond diffus cosmologique, sur lequel je reviendrai, et une expérience qui a eu lieu dans les années 2000-2010. Et ensuite, on a une évolution avec l'air sombre, essentiellement. On a essentiellement les structures qui se forment par interaction gravitationnelle. On a les premières étoiles qui se forment. Parce que bon, étant donné qu'on condense le gaz, ça commence à chauffer, à faire les premières réactions nucléaires, et ça donne lieu à la lumière qu'on a, des effets de lumière. Ensuite, à la formation des premières galaxies. Et enfin, ce qu'on appelle la formation des grandes structures, ce sont des assemblages de ces galaxies qui forment une sorte de toile et qui en fait est la phonologie qu'on peut voir essentiellement dans le ciel actuellement. Donc évidemment, nous, on est là et on essaye de trouver ce qui se passe là, en maîtrisant une partie de la physique seulement. Donc bon, c'est le challenge. Par contre, actuellement, ce qu'on a, c'est qu'on a pu expliquer avec toutes les expériences, pour l'instant, tout ce modèle univers, il peut se condenser essentiellement en 7 paramètres. Donc, alors les paramètres, qu'on appelle le modèle lambda CDM, et là-dedans, ce qui rentre, c'est le contenu en matière, le contenu en matière usuelle, et les baryons, l'énergie noire, on a été obligé d'injecter,
des paramètres qui sont liés à l'inflation, donc ce qui se passe vraiment au début de l'univers ici. On appelle la constante de Hubble, qui est la vitesse d'expansion actuelle de l'univers, et un facteur un peu ad hoc qui est le réionisation, donc c'est ce qui se passe pour que l'univers redevienne transparent à ces époques-là. Donc la constante de Hubble, elle change au cours du temps? Alors, la constante de Hubble change au cours du temps, mais il y a, alors ça dépend du contenu en énergie. En fait, la vitesse d'expansion est liée au contenu en énergie locale en temps. Mais il y a un facteur qui vient en face. Et celui-là, il faut le déterminer expérimentalement. Donc, en fait, c'est lié à la densité complète d'énergie qu'il y a dans l'univers à l'instant présent. Et ensuite, on peut réextrapoler dans le temps qu'est-ce qui s'est passé avec les informations qui sont là. Donc, en fait, quand Hubble a fait sa mesure, il a fait vraiment, vraiment tout proche ici, hein, au début du XXe siècle. Maintenant, on a les sondes qui nous permettent d'avoir accès à la constante, une idée de la constante de Hubble à ces époques-là et à ces époques-là. Alors, l'autre aspect, c'est que, ben, en fait, théoriquement et expérimentalement, ce qu'on remarque, c'est que essentiellement, les conditions initiales sont essentiellement un gaussien, que ça évolue par interaction dynamique et que ça en arrive à un champ essentiellement non gaussien. Si je remonte un peu, s'il y arrive. Hop. Voilà. Donc, c'est pour donner une idée, en fait, donc on part d'un champ gaussien, proche de gaussien, ça évolue. Si on remonte le temps, ça fait un truc qui redevient gaussien. Pour donner une idée de la transformation. Donc, ce n'est pas une transformation à grande échelle qui est super violente, c'est une déformation essentiellement de ce champ. Donc, petites échelles, c'est une autre histoire, mais ça nous permet de simplifier quand même un peu le problème. Parce qu'on sait qu'on ne va pas faire un truc super violent où on va tout mélanger, etc. À grande échelle, c'est relativement calme. Excuse-moi, je peux te poser une question Oui, bête, et puis oui, après j'arrête. Tu as dit tout à l'heure, nous on est à droite, on donc est c'est là, ouais. le temps courant, et en fait elle dit donc la toile cosmique qu'on voit à droite, Oui, chaque cluster c'est un cluster de galaxies, oui. et tu as dit ça c'est ce qu'on voit aujourd'hui, mais Alors, dis bien. est-ce qu'on est capable de voir au-delà de notre cluster, en tout cas Dis d'abord. bien. Ok, pardon. Donc, quand on regarde, justement, donc quand rapprochons-nous des données. Donc, quand on s'occupe des données en pratique, on observe ça. On prend une carte du ciel, une photo du ciel, on a un tout petit patch, je ne sais plus quelle est la taille approximative, c'est probablement pas plus d'un degré ou une fraction de degré sur le ciel. Donc, on a ce contenu-là, donc on a des étoiles, bien sûr. Si je reviens ici, donc on a des étoiles, mais on a aussi ce qu'on peut être ici des petites galaxies. Et tous les points qu'on a ici, essentiellement, ça peut être des galaxies ou des étoiles. Le grand jeu, évidemment, c'est de séparer. On ne veut pas des étoiles, parce que effectivement, les étoiles, c'est notre Voie lactée. Et ce qu'on veut, c'est les galaxies qui sont derrière. Et avec ça, ben, on veut faire une cartographie de où sont les galaxies pour pouvoir fabriquer notre échantillon de données sur lequel on va faire de la cosmologie. Donc pour ça, on partage en deux morceaux. Donc essentiellement, on fait à gauche de la photométrie. Donc on regarde où sont les objets et on mesure la propriété d'énergie globale. Et à droite, on fait de la spectrométrie, donc en mesurant ces raies d'émission dans lesquelles on a les éléments classiques, qui nous permettent d'avoir la mesure de vitesse de ces objets, vitesse apparente. Et avec cette vitesse apparente, par la loi de Hubble, donc la mesure de la vitesse d'expansion, ça nous permet de relier ça à une certaine distance. Donc en fait, en mélangeant ces deux aspects, photométrie et spectrométrie, on obtient une position 3D ou quasi 3D. Parce qu'évidemment, il y a toujours de la vitesse, donc on mélange des petites choses, mais ça nous donne déjà une bonne idée. Donc quand on fait ça, quand on met sur une carte, on obtient ça. Donc ça, on a à peu près, quoi, il y a entre 1 et 2 millions de galaxies là-dedans. Donc nous, on est ici. Donc la Voie lactée est au point ici. Chacun des points ici est une galaxie. Donc, une galaxie, 100 milliards d'étoiles, c'est beaucoup d'objets. Et on a ces unités qu'on appelle le redshift. Donc, comme j'ai dit, c'est le décalage vers le rouge. Donc, ça, c'est en unité en fait de vitesse de la lumière. Là, on est en vitesse apparente à 30% de vitesse de lumière, 60%, 100%, 200%, etc. Et ça c'est cette notion de distance dont tu parlais. Donc, donc ça, on peut le transformer en une distance avec un modèle cosmologique. Mais à l'ordre 1,
c'est indépendant. Donc, quand on reste dans ce voisinage-là, essentiellement, ça ne dépend pas de la cosmologie. C'est juste un mapping un to un entre distance et vitesse. Alors, pour donner un ordre de grandeur quand même des distances, c'est que ici, donc, la Voie lactée, c'est 0,3 mégaparsec, 300 kiloparsecs. Une étoile, c'est 1 parsec. Donc, la plus proche, c'est 1 parsec, plus ou moins. La Voie lactée, c'est 300 000 fois plus grand. Et ici, on a l'équivalent de 2500 mégaparsecs. Donc, on est 2 500 000 fois plus éloigné que la étoile la plus proche, pour donner une idée des ordres de grandeur. OK, donc une fois qu'on a ça, en fait, bah, ça nous permet donc on peut commencer à faire de la cartographie. Alors, pourquoi on veut faire de la cartographie? Bah, à partir de ça, on fait d'abord, bah, on va avoir de la carte de champ de masse. Donc, avec le champ de masse, ça nous permet justement d'essayer d'expliquer ce qui se passe au petite échelle pour la physique des objets. Ça nous permet aussi de relier à d'autres observables, parce que ça, ben, on compte les galaxies, mais il y a d'autres effets physiques auxquels on a accès et qu'on veut corréler et voir s'ils nous disent la même chose au niveau de la physique. Et en même temps, quand on regarde les propriétés statistiques de ce champ, ben, ça nous relie aussi au contenu en masse, énergie, amplitude, etc. Parce que bon, il y a sûr aussi beaucoup de physique qui est intervenue dans l'univers primordial pour arriver à voir la structuration qu'on observe ici. Donc, typiquement, les gens font ça avec ce qu'on appelle fonction de corrélation à deux points, parce que c'est juste la première chose qu'on peut faire quand on a un champ gaussien, il faut calculer les fonctions de corrélation. Et ça se relie à ces paramètres-là. Alors, j'ai parlé, bien sûr, de beaucoup de galaxies, mais en fait, on a d'autres types d'observations. Donc, on a aussi le champ micro-ondes. Ça, c'est ce que j'ai fait l'allusion, c'est qu'on en a le fond diffus cosmologique, un champ micro-ondes. Donc, les premières expériences, c'était. Alors, l'avantage du micro-ondes, c'est que ça nous donne accès à ce qu'il y en avait à 300 000 ans après le Big Bang. Et par contre, le ciel optique, c'est 15 milliards d'années, c'est maintenant. Donc, c'est un peu les deux extrêmes de l'époque de l'univers. Donc, au micro-ondes, on a eu beaucoup d'évolutions, hein. Quand on a Kobe, Kobe, c'était les années 90, donc c'était cette résolution sur le ciel. WMAP, c'était les années 2000, donc c'était à peu près ça sur le même page dans le ciel. Et Planck 2010, c'est ça. Et maintenant, on est avec d'autres observatoires au sol, donc on a ACT, SPT, où c'est beaucoup plus haute résolution. Donc on a une augmentation en volume et on a une augmentation en quantité. Donc j'ai mentionné 1 million de galaxies, 2 millions de galaxies précédemment. On va aller maintenant plutôt vers les 100 milliards ou le milliard de galaxies, avec des expériences qui sont en cours, qui sont en train d'accumuler les données, ainsi que des nouvelles expériences aussi en micro-ondes. Alors pourquoi on fait ça? Ben, tout simplement parce qu'on a constaté qu'il y avait quand même quelques petits problèmes. C'est que, bon, même si lambda CM, ça semble fonctionner, il y a quelques tensions entre ce qu'on appelle l'univers plus jeune, justement, quand on regarde à 300 000 ans ou plus euh, après le Big Bang, et l'univers proche. Donc on a, oups, pardon. Donc donc on a une tension au niveau constant de Hubble. On voit qu'il y a un truc qui ne va pas. Ça a l'air de pas entièrement coller. Donc on se demande si c'est des effets systématiques ou pas, parce que c'est quand même c'est assez délicat à mesurer aux deux extrêmes. Et on a aussi un défaut au niveau de la quantité de fluctuations de l'univers. Quand on regarde combien on a de fluctuations dans le champ de densité, par exemple, ou le graphe de potentiel gravitationnel, à quel point il fluctue aux grandes échelles. Et donc ça, c'est une image justement de ce qui s'est passé dans l'univers très très jeune. On a des trucs qui collent pas bien, donc on comprend pas bien ce qui se passe, donc on a besoin justement d'essayer d'être plus précis sur ces aspects-là, ou savoir si ça vient d'effets systématiques. Donc alors malheureusement, c'est justement quand on a beaucoup de données, c'est un problème parce que en fait, il faut les traiter, il faut avoir des manières de passer à l'échelle. L'autre aspect, c'est que on ne peut pas augmenter le nombre de données autant qu'on veut. On n'a qu'un univers. Au bout d'un moment, on va arriver au bout. On aura eu tout le volume et il faut faire avec ce qu'on a. Et essentiellement, pour aller plus loin, c'est d'essayer d'utiliser des statistiques qui sont d'ordre supérieur ou qui sont sensibles à l'ordre supérieur plutôt que uniquement du 2 ou 3 points. D'essayer d'avoir tous les ordres supérieurs de statistiques, d'avoir les choses qui ne se mappent pas forcément sur ces fonctions de corrélation, etc.
donc pour essentiellement essayer de faire de la nouvelle physique. Donc ça motivait un peu tous ces aspects-là. Donc on a voulu faire ce programme Borg. Alors, le programme Borg, en fait, c'est simple, c'est essentiellement faire ce qu'on fait normalement en physique. C'est-à-dire, on va essayer de modéliser ce qui se passe en détail. On va dire, je veux vraiment trouver pourquoi j'ai une galaxie à cet endroit-là exactement, et pas zéro galaxie, et pas en moyenne. Alors, pour arriver à faire ça, ben, il n'y a pas 36 solutions. On est obligé de repasser par le théorème de Bayes. Donc, le théorème de Bayes, juste pour rappeler, au courant, c'est simple. C'est que, en fait, on reformule le problème sous la forme de la connaissance qu'on a a priori. Une fonction qui nous explique comment on part de ces a priori pour éventuellement synthétiser les données qu'on observe. Alors, ça peut être au sens très large, ça peut être des fonctions sommaires, mais ça peut être justement exactement combien on a de galaxies dans cet emplacement du ciel. Et il y a une fonction qui nous embête généralement parce qu'on ne sait pas très bien la calculer en pratique. Analytiquement, oui, mais numériquement, non. Qui est l'évidence, qui vient en normalisation de cette fonction. Alors, fort heureusement, la plupart du temps, on n'en a pas besoin. Mais malheureusement, c'est une fonction qui est importante si on veut pouvoir discriminer des modèles entre eux. Bon, on la passe sous silence la plupart du temps et on travaille uniquement avec les termes qui sont en haut. Alors pour l'a priori, typiquement, ça peut être justement euh, oups, donc les paramètres cosmologiques, donc ce que j'ai mentionné ici, mais ça peut être aussi les conditions initiales. Alors, la carte exacte des conditions initiales à une résolution donnée, quel est notre a priori qu'on a sur ces fluctuations-là et comment on arrive à remapper ces conditions initiales-là sur la carte qu'on a observée ici. Très bien. Alors, pour donner une idée des signaux qu'on a pratiques à manipuler, ça, c'est, donc, comme je l'ai dit, ça, c'est à quoi ressemblent les grandes structures si on les voyait toutes dans un cube. Ici, c'est une tranche du cube. Avec une unité qui est ce que j'ai dit précédemment, les mégaparsecs. Ça, c'est ce qu'on observerait par exemple dans les données. Oui. Excuse-moi, le gradient de couleur, le signal ici, c'est la densité de matière sombre. C'est les contrastes de densité, oui. Alors ça, on va pas très très haut parce que bon, la résolution là était un peu pourrie, cette estimation-là. En pratique, quand on parle tu parlais d'amas de galaxies, un amas de galaxies, c'est défini à partir où cette unité passe à genre 100. Les vides, évidemment, alors les parties vides, alors le zéro, c'est la densité moyenne de l'univers, et les vides, bien sûr, on descend jusqu'à -1 max, on va aller en dessous de densité nulle, donc en contraste relatif, ça devient -1. Quand on essaye de remapper, de ramener à quoi ressemblent les données, c'est ce genre de signal-là. Donc, ce qu'on voudrait, c'est avec ça, essayer de reconstruire ça, ainsi que les conditions initiales. Évidemment, il y a plein de trucs que ça va être, je ne sais pas. Mais c'est justement où là, le terme de Bayes est utile, c'est pour essayer de passer de manière continue entre ces différentes parties des données qui sont maîtrisées ou pas. Alors, il y a deux gros problèmes, énormes problèmes. C'est comment on simule, qui est à droite, et quelle est la vraisemblance qu'on veut en fait construire pour arriver à expliquer ces données. Alors justement, donc le programme Borg s'appuie sur ces concepts de simulation cosmologique. Donc, alors pour la base, ce qui se passe, c'est que donc on part des conditions initiales, qui sont ici les fluctuations par exemple, de potentiel gravitationnel qu'on a dans l'univers primordial. Donc c'est un espace latent, donc on part d'un prior gaussien pour ça. Alors, encore une fois, c'est ce qu'on observe et c'est ce qu'on attend aussi un peu théoriquement, soit essentiellement gaussien. On évolue ça avec les équations hamiltoniennes de la dynamique pour avoir donc, notre distribution de masse. En même temps, ou en traitement a posteriori, on essaye de remettre du gaz dessus, ou des galaxies. Donc c'est là où on va faire plutôt de l'apprentissage automatique, par exemple, parce que ça coûte très très cher de mettre du gaz. Ensuite, on branche l'expansion cosmique pour faire de la transformation de coordonnées sur se mettre dans l'espace d'observation qui correspond plus aux observations.
Et ensuite, on compare aux données par l'intermédiaire de cette fonction de vraisemblance. Donc, la cosmologie intervient à différents endroits, intervient ici, intervient en fait ici aussi. Dans une moindre mesure, ou disons pas les mêmes paramètres à cet endroit-là, mais c'est ceux qui nous préoccupent un peu moins au niveau cosmologue, plus les gens qui font de la formation de galaxies. Et on a des étapes un peu critiques, qui sont ces liaisons-là et ces liaisons-là. Alors, bien sûr, pour arriver à faire tout ça, on va être obligé d'utiliser des algorithmes d'échantillonnage et avoir des problèmes de calcul à haute performance, sur lesquels je vais revenir. Alors, pour représenter la fonction de distribution qui nous intéresse, donc par le théorème de Bayes, en fait, pas 36 solutions, on passe par l'étape des chaînes de Markov et notamment par un ordre Monte Carlo de cette fonction de probabilité. Donc ici, le X, ça peut être des espaces de très grand nombre de dimensions, que ça peut être 20 millions par exemple, faire une carte du ciel. Les données, ça peut être aussi assez gros. Et donc, on dit en fait qu'on représente cette postérieure par une somme de Dirac avec les YJ qui sont les échantillons qui sont donnés par un algorithme qui, dans notre cas, est typiquement l'algorithme d'échantillonnage hamiltonien. Alors, ça, c'est le détail de l'algorithme. Donc, en fait, il y a plusieurs étapes parce qu'on ne met pas tout dans un seul package. Ça peut être un peu chaud, on va dire, pour que tout fonctionne en même temps. On sépare en plusieurs morceaux. Donc, la partie qui est vraiment condition initiale, donc ce champ-là que j'ai à gauche, il est échantillonné parce qu'on utilise l'algorithme des Hamiltonian Monte Carlo Markov Chain. Ensuite, en gelant la partie delta ici et le P donc, qui est ici, on peut échantillonner les hyperparamètres de la cosmologie. C'est par une technique qu'on appelle Gibbs sampling, qui nous permet d'échantillonner l'espace joint en échantillonnant par conditionnel. Ensuite, en gelant ces hyperparamètres et le delta, on peut aussi échantillonner effets schématiques ou problèmes de mystification dans le modèle, donc qui est tout ce qui est l'aspect la formation de galaxies, par exemple, et ainsi boucler. Et à chaque tour de boucle, on peut enregistrer cet échantillon et il nous donne un élément de la postérieure. Alors en pratique, donc en effet, donc on fait cette boucle-là. Donc pour des données fixées, on a un ensemble de fichiers sur disque qui nous donne un élément chacun de cette distribution postale. Alors dans un des, il y a quand même un des aspects sur lequel je vais revenir, c'est comment on fait pour parce que en fait, l'algorithme hamiltonien de Markov Chain suppose que toute la chaîne ici est différenciable. On n'a pas le droit de prendre en principe de conditions de if. Donc, fort heureusement, les équations hamiltoniennes sont différenciables. Il y a des éléments ici qui sont peut-être non différenciables. On va essayer de les rendre différentiables au maximum. Mais l'idée, c'est que justement, à partir de la fonction et des éléments que l'on a là, il faut que la valeur de cette vraisemblance ici soit une fonction dans laquelle on peut prendre un gradient par rapport à ces variables ici. Alors, donc l'élément principal qui est de l'intégrateur hamiltonien, heureusement, c'est basé sur des équations dynamiques relativement régulières. Et on peut pour ça s'appuyer sur les simulateurs donc à N-body, donc à N-core, type particle mesh, ou une variante sur laquelle on a travaillé, qui est le Temporal Comoving Erosion Acceleration, qui est une variante du particle mesh. Qui a le bon goût de pouvoir nous réduire le nombre de pas de temps dont on a besoin pour faire l'intégration. Évidemment, quand on va faire cette simulation hamiltonienne, en fait, pour chaque élément de la simulation hamiltonienne, on est obligé de faire une simulation à N-core. Donc ça commence à devenir coûteux. Donc, pour donner une idée de comment ça fonctionne, c'est qu'on a une particule X, en position X, et donc, elle est en fait, on l'exprime, on fait un champ de coordonnées, on exprime plutôt le champ de déplacement par rapport à sa position lagrangienne, qui est la position si son univers est entièrement homogène dans les conditions initiales. Et ce champ de déplacement-là, on le découpe en deux morceaux, qui est la partie analytique, qu'on appelle Lagrangian Perturbation Theory, on peut juste calculer deux équations, et une partie qui est le résidu,
Et ce qu'on dit, c'est qu'en fait, on ne va pas s'intéresser à résoudre cette partie-là, mais on va s'intéresser à résoudre la dynamique de ce résidu. Et en fait, c'est relativement simple parce qu'en fait, les deux sont analytiques. Donc, ça nous permet de calculer cette accélération du résidu en termes d'une correction du champ d'accélération. Et en fait, on n'a plus que, au lieu de résoudre exactement toute cette dynamique ici, on peut résoudre uniquement la dynamique de l'écart à cette dynamique Lagrangienne. Donc, en pratique, pour ce qui nous préoccupe, c'est nous permettre d'éviter de faire une intégration sur 1000 pas de temps de l'ordre de 1000 pas de temps et de le réduire à 10 pas de temps. Relativement appréciable. Donc on a, alors ça c'est un des éléments, il y a bien sûr, il y a pas mal d'autres éléments, donc c'est tout packagé dans un logiciel dans lequel on injecte les données, on injecte les métadonnées dont on a besoin, qui est le masque, quelle est la complétude, fichier de configuration. Donc on définit le data model qui correspond à ces jeux de données-là. Il y a beaucoup de corrélations dans lesquelles on a travaillé pour que ça puisse passer sur les calculateurs nationaux. Et on fabrique une chaîne de Markov en sortie sur laquelle après on peut faire une post-analysis. Donc l'essentiel est écrit en C++ là-dedans. Il y a un peu de... Alors pour, disons, bon, malheureusement pour moi, heureusement pour les étudiants, il y a une couche Python qui permet de s'interfacer avec tous ces aspects-là. Et Julia pour les aficionados de Julia, mais c'est beaucoup moins le cas, mais plutôt Python. Si vous êtes intéressé, bon, ça c'est quelques nombres. Bon, alors ça paralyse, mais en termes de calcul de performance, ça paralyse. Bon, pas un super strong scaling, mais bon, suffisant pour nos besoins. Donc on peut aller jusqu'à à peu près 1000 cœurs et que ça vaille le coup. Les problèmes principaux, c'est comme d'habitude, c'est quand on fait simulation Anchor, c'est l'injection de masse. Donc, c'est-à-dire quand on a un nombre des particules, on veut faire une carte de manière à pouvoir calculer le potentiel et faire l'inversion avec des transforms de Fourier. Donc ça, c'est la partie qui est un peu coûteuse. Donc pour l'instant, la décomposition utilise les slabs de FFTW. Donc si vous connaissez les slabs de FFTW, c'est pas forcément le plus idéal, mais c'est le plus simple. Donc ça nous permet d'arriver à ce genre de performance. Alors pour aller au-delà, parce on a envie d'aller à des très très gros volumes et d'avoir un maximum de parallélisation, donc on travaille maintenant sur un autre algorithme qui fait une parallélation triviale avec une stratégie qui va divide and conquer. Donc ça s'appelle Manticore. Manticore, c'est aussi cette bête mythologique qui a une queue de scorpion, une tête de lion. Et donc l'idée, c'est que c'est pour manger le volume par morceau, en fait. Donc au lieu d'avoir un jeu de données qu'on va faire une analyse jointe complète d'un coup, en fait, on divise le problème en sous-morceaux. Chacun des blocs de données va être analysé de manière indépendante. Il va donner un ensemble de conditions initiales indépendantes ici et qu'on réassemble ensemble par la suite. Alors, il y a un petit peu de post-traitement à faire pour lisser un peu les aspects, ce qui se passe au bord. Mais en pratique, ça se passe très bien puisque justement, on travaille sur une base sur laquelle ce champ gaussien-là est en fait IID. Donc, il n'y a pas de corrélation, tout va bien dans ce jeu champ coordonnées-là, ce qui veut dire que bon, on peut les remettre ensemble et ça se passe bien. Il y a quand même quelques défauts, c'est que si on veut faire des paramètres cosmologiques, si on ne veut pas faire de la cartographie, faut travailler encore un petit peu. Il y a des choses qu'on a été obligé de négliger. Mais il y a des très gros avantages, c'est que on peut faire du massif, on peut prendre différents supercalculateurs en même temps pour faire le job, et on peut rajouter des données. Et on a des nouvelles observations, on les rajoute sur le côté et tout va bien. Ok, alors voyons voir quelques résultats. On met en musique cette machine. Alors ça, c'est pour un peu le contexte, c'est que en fait, ce qu'on veut, c'est comme il dit, c'est on veut passer à des très gros volumes, mais je vais me focaliser pour les résultats plutôt à ce qui se passe au centre ici. Ça, c'est parce qu'en fait, ce catalogue qu'on a au centre, c'est une sorte
on va dire de training wheel, donc c'est le galop d'essai. C'est un catalogue qui est très, très local, sur lequel on maîtrise bien les structures. Donc, on a un peu une meilleure idée de où est la masse, comment se comportent un peu les galaxies. Euh, le... Mais donc, ça nous permet donc de nous préparer avant de passer à cette intégralité du volume. Sachant que cette intégralité du volume, en fait, l'idée, c'est que pour les traiter, faire les post-traitements et tout le contexte, le coût, c'est quand même, on est dans la centaine de millions d'heures de calcul. Donc, on ne veut pas trop se tromper. Donc, on veut qu'on soit à peu près sûr de notre coût avant de passer à l'échelle. Alors, ça paraît gros, mais en pratique, des simulations cosmologiques avec baryons, eux, les plus grosses en ce moment sont à 700 millions. C'est c'est pour ça, pour donner une idée aussi. Quand on dit, on ne veut pas faire de physique galaxie, parce que si on les fait, on est constant qu'à une simulation, c'est 700 millions. On ne veut pas faire ça. Puisque nous, on va devoir en exécuter des milliers et des milliers pour pouvoir avoir notre ensemble de postérieurs. Donc, c'est un peu ce contexte-là. Donc, on va se focaliser sur le 2M++. Alors, le 2M++, ressemble à peu près à ça. Donc, ça, c'est ce qu'on a dans le ciel. Donc, ça, cette bande-là, c'est la Voie lactée. On l'enlève parce qu'on ne voit pas ce qu'il y a derrière la Voie lactée. Il y a beaucoup de poussière. C'est un univers relativement proche, donc dans les échelles que j'avais dit tout à l'heure. Donc, on avait 2500 mégaparsecs pour le volume complet. Là, on est plutôt à maximum 200 mégaparsecs. Et c'est les structures dont on a l'habitude en tant que cosmologue, astronome de l'univers local. Et pour donner une idée, donc justement, en fait, du problème, c'est que ces données qu'on observe ici, en fait, elles ont des masques un peu différents. C'est-à-dire que ça, disons qu'on a une idée qu'essentiellement, on a observé toutes les galaxies pour les galaxies les plus brillantes. On va dire que ça, c'est la complétude maximale. Mais il y a des morceaux qui manquent. Par exemple, ici, typiquement, c'est à cause de poussière. Il y a des éruptions de poussière autour de la Voie lactée. Donc, ça va obscurcir de manière temporaire ces parties-là. Ici, on a les nuages de Magellan. Si vous connaissez votre astronomie, il y a deux galaxies un peu naines qui sont proches de la Voie lactée et qui sont dans la partie sud ici. Et pareil, on ne voit pas derrière. Donc, il manque des morceaux à droite et à gauche. Et donc, bon, il faut faire avec. L'autre aspect, c'est que quand on va dans l'univers, dans la partie un peu plus moins brillante, on n'a pas les observations qui vont avec. Donc, typiquement, on a installé des observatoires au sol qui regardent dans certaines directions. On ne peut pas tout voir, notamment ça, c'est essentiellement le ciel nord à basse latitude. Et la partie qui est ici, c'est le ciel sud. Par exemple, en Australie, ils étaient assez bons parce qu'ils ont mis pas mal d'observatoires pour aller chercher ces données. Donc, on s'est amusé à faire ça. Donc, on a lancé ça pour une basse résolution et on a obtenu une chaîne de Markov. Donc, ça, c'est pour donner une idée. Donc, ça, c'est la chaîne de Markov qui explore tous les états possibles du champ de masse qui sont compatibles avec les données. Donc, on voit en effet que c'est assez agité quand on n'a pas d'observation, c'est normal. Et les parties qui sont au centre, là, sont relativement stables. Il y a un peu de fluctuation dans les parties même au centre, ça c'est normal aussi. Et on passe de manière continue entre la partie observée et la partie non observée. Maintenant, on peut calculer des moments sur cette distribution. Donc, là, les premiers moments, la, c'est la moyenne. Si on transforme ça en gaussienne, c'est-à-dire qu'on dit, OK, on peut modéliser un peu cette postérieure entre une gaussienne et une variance, cette gaussienne, et nous donner une sorte de rapport signal sur bruit local pour cet échantillon de données. Donc ça, c'est essentiellement les manières pour nous qu'on a de comprendre un peu cette postérieure, parce que bon, on peut regarder ça, mais c'est un peu compliqué à représenter, donc on peut uniquement prendre certains moments, ou si on a d'autres idées, justement, on est preneur de savoir quelles sont des choses qui nous permettraient de savoir quels sont les points saillants de cette distribution. Le,
On peut regarder aussi sur le ciel. Donc ça, c'est pour donner une idée. Donc ça, c'est pareil. Donc ça, c'est la bande noire ici, c'est la Voie lactée, mais c'est uniquement, il y a une rotation. On ne regarde pas en coordonnées galactiques, mais on regarde en coordonnées équatoriales. Et les points rouges, c'est les galaxies réelles du ciel. Donc, c'est juste pour illustrer qu'en effet, la machine fait le job. Là où on a des galaxies, eh ben, en effet, on a des structures stables et qui suivent exactement la filamentation des galaxies. Et là où on a moins de galaxies, ben, ça devient plus incertain. Je peux vous passer mon pointeur, il est là. Là où il n'y a pas de galaxies du tout, bah, c'est juste aléatoire. Donc là, c'est les postérieurs qui défilent. Ouais. Alors, on a fait quelques diagnostics, évidemment, parce que, bon, il faudrait savoir si ces postérieurs sont vraisemblables. Alors, un des diagnostics, je ne vais pas tous vous les passer, parce qu'il y en a quand même pas mal, il y en a qui sont plus ou moins techniques. C'est juste de savoir si ben, nos conditions initiales ressemblent à un champ gaussien IID de variance unitaire tel qu'on l'a supposé pour générer pour générer notre champ de gravité de base. Donc ça, c'est les deux limites qui sont euh, c'est juste ce qu'on appelle la variance cosmique, mais c'est juste le fait qu'on a un nombre maximal de modes pour estimer notre variance. Donc ça, c'est l'écart juste poissonien. Donc donc ça se comporte bien, c'est uniquement à 1 avec la variance auquel on attend. Et ça, alors évidemment, ça n'occupe pas exactement le volume parce que c'est une réalisation caractéristique, mais ça se comporte exactement dans le bulk de ce qui nous intéresse. Donc ça veut dire que cette partie-là se comporte bien. La machine est arrivée à produire un univers qui ressemble au sens de la vraisemblance aux données, tout en gardant cette caractéristique. C'est pas évident. Je vous le dis tout de suite. Il nous a fallu un certain temps pour comprendre comment le faire. Alors, il y a beaucoup d'autres diagnostics qu'on a réalisés. Bon, je vous les passe, mais si vous voulez, on peut en discuter plus tard. Une autre application, alors ça c'est à l'autre extrême. Une autre application, c'est essayer de faire la formation de la Voie lactée de la galaxie d'Andromède. Alors là, je vous ai parlé vraiment du très gros volume. On peut aller aussi au très petit volume. Alors là, dans ce cas-là, on n'utilise pas exactement le même type d'observation. On va dire, on va utiliser des vitesses sur la ligne de visée de quelques galaxies qu'il y a dans l'univers local. On utilise des masses de la Voie lactée d'Andromède, dans laquelle on a quand même une petite idée, et la vitesse relative des deux objets ici. Et l'une des quelques questions qu'on veut se relier, c'est aussi quel est le contenu en matière noire qu'il y a dans cet environnement-là, et comment c'est relié à la formation de ces objets-là, et est-ce que les propriétés sont compatibles avec un univers type lambda CDM, qui est notre univers de base. Donc pour donner un peu une vision en 3D, il arrive à charger, voilà, donc ça ressemble un peu au volume de données. Donc on a nos deux galaxies ici. Ça, c'est les quelques galaxies qu'on a utilisées autour avec leur vitesse relative par rapport aux deux objets. Et on utilise ces informations-là pour faire l'inférence. Donc quand on fait ça, ça nous donne, encore une fois, on a l'ensemble de postérieurs, l'ensemble d'échantillons de la postérieure. Ça, c'est deux échantillons. Et on les regarde suivant, alors il y a plusieurs projections. Et il y a juste plusieurs projections, et ça, c'est le gros volume, et ça, c'est le zoom. Donc, on a ça, c'est la partie zoom sur cette partie-là. L'important, c'est qu'en fait, la Voie lactée et Andromède sont censés être là, et en effet, on forme deux halos de matière noire, avec piqué bien comme il faut. Typiquement, on observe aussi un filament qui se forme ici, le long de cet axe-là, qui est l'axe supergalactique, en fait. Ça, c'est quel moment, c'est à quel moment dans le temps, ça? C'est maintenant. Oui, bah ça, c'est des très petites distances, hein. Donc, en fait, 2 mégaparsecs, c'est à côté. Encore une fois, il faut donner une idée, une galaxie, donc, comme la Voie lactée, c'est 300 kiloparsecs. Donc, 2 mégaparsecs, c'est vraiment la galaxie à côté, la plus proche. Et on essaye de faire ça. Alors, l'avantage de la galaxie d'Andromède et du Milky Way, c'est quand même la dynamique n'est pas super compliquée par rapport aux conditions initiales. Elles ont juste le temps essentiellement de se former, de fabriquer ce flot, et elles vont un peu l'une vers l'autre.
Donc, une des questions que les gens se posent, typiquement ceux qui étudient ces objets-là, c'est de savoir s'il y aura une collision dans le futur, faire un peu de la spéculation. Alors, on peut s'amuser quand même, puisqu'on a peut-être un peu de temps. Mais on va voir s'il y arrive. Hop, move tab to new window. Il n'a pas voulu me le faire, mais c'est pas grave. Youhou. Ah oui, il m'a mis à l'autre. Ah non, non, c'est parce qu'il essaye de. Ouais, je le sais, Charlie, bon, c'est pas grave. Je ne l'avais pas chargé ici. C'est étonnant. Bon, c'est pas grave. Bon, je le montrerai plus tard. Bon, c'est pas grave. On a une animation des différents, de quelques échantillons en 3D, donc de cette simulation. J'ai perdu mon truc. Hop. Où est-ce qu'il est passé? Voilà. Il n'est pas là non plus. Ah si, il est là. Voilà. Donc bon, ça c'est quelques échantillons. Donc on peut tester aussi, savoir si les échantillons correspondent à ce qu'on leur a mis en montré. C'est ce qu'on appelle les tests posterior predictive tests. Excuse-moi, Guillaume, Oui, juste sur le slide précédent, tu oui, as, ces deux postérieurs-là et tu as choisi ces deux-là pour nous les montrer sur ce oui, oui. slide parce qu'elles ont quelque chose de différent, Oui, non, en particulier. fait, c'est des samples qui sont assez un peu éloignés, donc ils ont décorrélé. En pratique, c'est une chaîne qui a 10 000 samples, quoi, 10 ou 20 000 samples. Donc ça donne des histoires de formation différentes. Parce que là, ce qu'on voit, je pourrais le montrer dans la vidéo plus tard, ce qu'on voit, c'est qu'en effet, on peut partir des conditions initiales qui sont relativement différentes, mais qui amènent à essentiellement la formation toute d'un filament tel qu'on le voit ici, Plus ou moins épais selon celle de plus ou gauche, je plus ou crois. moins épais, avec un peu de fluctuation. Il y a aussi typiquement, dans 10-20% des cas, normalement la formation, si je me souviens bien dans cette direction-là, de l'amas Virgo. Donc l'amas de la Vierge, c'est un des gros amas les plus proches de nous. Euh, donc ça, c'est intéressant aussi, parce qu'on n'a pas mis du tout Virgo dans l'affaire. On a juste mis des informations sur ce qui se passe dans ce volume-là, essentiellement. Et Parce on que se demande comment c'est relié à l'environnement. on voit qu'Andromède et la Voie lactée sont sur le même filament, mais Mm. quand on regarde sur les images dézoomées à Mm. gauche, on a Ouais, il y a des des. projections aussi, il y a des effets de projection dans celui-là. Parce qu'on a l'impression qu'il y a des filaments qui apparaissent dans certaines postérieures et pas dans celle de droite et pas celle de gauche, quoi. Oui, 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 ben ça c'est normal parce que là, il n'y a pas du tout d'observations qui vont là. D'accord. Donc les seules observations sont dans ce volume-là, c'est D'accord. proche. Ouais, ouais, ouais. Donc en fait, donc toute cette Ouais, partie-là est essentiellement non contrainte, sauf ouais. les plus grosses features. Euh, donc l'intérêt, c'est qu'en effet, quand on regarde ce que la machine a recréé en pratique, c'est quand ça correspond à nos instructions. Donc, les contraintes des observations sont les données par les lignes ici. Est-ce que les samples qui ont été générés, essentiellement, parcourent bien les likelihoods qu'on avait injectés? Ce qui veut dire que ben, on a à la fois la contrainte liée aux conditions initiales et la cosmologie, et en même temps les observations qui sont bien mappées l'un sur l'autre. Ok, alors peut-être rapidement, donc on travaille bien sûr à améliorer un peu ces modèles-là, parce que bon, là on travaille toujours avec l'ordre de 10-20 pas de temps. C'est bien, mais ça ne nous amène pas forcément à tout ce dont on a besoin pour réaliser le rêve de faire la cosmologie à haute précision, et aussi surtout à relier aux observations de galaxies. On a quelques problèmes en pratique. Donc on va améliorer le modèle. Donc l'une des manières, c'est de faire de machine learning. Donc on a par exemple un émulateur, donc qui est aussi pareil. Donc on repart des conditions initiales, on fabrique ces champs analytiques de déplacement, la théorie des perturbations. On passe à travers un émulateur qui va transformer ce champ-là et nous donne un truc qui va ressembler à l'équivalent d'une simulation à n-core complète et qui nous permet donc de comparer ensuite directement aux données de nouveau, mais cette fois avec une qualité qui ressemble à une simulation n-core.
qui prend cette fois, qui aurait pris cette fois 1 million d'heures de calcul à arriver. Alors, en pratique, si on veut être un peu technique, c'est la fonction qu'on utilise, oups, pas appuyer sur le bon. C'est un vignette sur lequel la fonction de perte, c'est juste une mesure de L2 entre le champ de déplacement du n-core et la transformation du champ LPT. Et des champs de déplacement n-body, c'est aussi juste la différence entre la position finale de la particule moins sa position initiale lagrangienne, le tout indexé justement par ces coordonnées. Donc, quand on fait ça en pratique, donc bon, on arrive à faire une très bonne émulation et on peut même réaliser l'inférence à travers la machine Borg. Donc, on a essayé ça dans un cas un peu idéalisé. Donc, ça, c'est la vérité pour le champ de matière. Bon, à différentes échelles. Donc, au début, il est dégradé, puis après, on montre ce qui se passe quand on augmente en résolution. Et ça, c'est le champ de masse qui est prédit par Borg, inféré et prédit par Borg le long de la chaîne de Markov. Donc, on voit qu'en effet, on arrive à recréer exactement les mêmes structures. C'est bien, c'est-à-dire qu'on arrive même à passer à travers le réseau de neurones, à faire la backpropagation et voir tout, même si c'est des effets relativement compliqués, arriver à faire marcher une chaîne de Markov à travers ça. Et on arrive aussi à mesurer des. Alors là aussi, par ailleurs, le temps de calcul n'est pas le même, hein, parce que quand on passe à travers l'émulateur en pratique, bon, on utilise quelques GPU, mais ça nous fait 1 seconde au lieu d'avoir ça peut être des heures de calcul en simulation à n-core. C'est quand même impressionnant. La postérieure qui correspond aussi, on peut faire des tests sur les fonctions de corrélation. Donc, c'est le taux de corrélation dans ce cas-là. Et alors ça, c'est un peu technique, mais c'est pour dire que, par exemple, ici, c'est la corrélation. Alors, les courbes en orange, c'est les corrélations entre les deux champs de conditions initiales. Et les courbes bleues, c'est entre les champs de matière fine. Donc, c'est entre ces deux champs-là. Et pour deux niveaux de bruit supposés dans les données cibles. Donc, l'idée du test, c'était pour savoir si, quand on change le niveau de bruit, à quel point ça change la qualité de l'inférence au niveau du taux de corrélation dans les conditions initiales. Et on voit en effet que quand on diminue le bruit, bah, ça se passe bien. Si ça monte, mais ici ça monte aussi, mais alors ça monte un peu péniblement, ce qui nous préoccupe. Parce que les échelles ici, ça va être. Euh, Par ici, c'est des échelles de l'ordre de la taille d'une galaxie, on va dire. Le point ici à l'échelle des Nyquist. Donc ça monte un peu ici, mais c'est en termes de conditions initiales aussi, on est on a des échelles beaucoup plus grandes qu'une galaxie. Donc faut vraiment le vouloir au niveau des simulations pour essayer de gagner en information sur le contenu des conditions initiales. L'autre amélioration qu'on cherche, c'est à continuer dans cette gamme-là, mais essayer d'avoir des garanties physiques sur le comportement des émulateurs. Donc pour ça, on dit, bah, au lieu de faire du cola, on va faire du coca. Donc le cola, l'idée, c'était que on prenait une prédiction linéaire et on calculait la dynamique du résidu. Le coca, bah, c'est qu'on va apprendre une quantité le long de cette trajectoire par machine learning et on va calculer la dynamique du résidu. Alors l'avantage, c'est que on a le droit encore de se tromper sur la dynamique ici, comme on pouvait se tromper sur la dynamique linéaire. Le résidu est là avec les lois physiques pour nous corriger ce qui peut se passer. Même si la machine learning s'est trompée, on est hors de la variété, c'est pas grave. Donc ça, on le fait en pratique. Donc ça, c'est ce qu'ont fait des gens à l'IAP, Declan et Florent essentiellement. Ils ont appris la dynamique du moment avec une technique de machine learning. Dans le moment, c'est juste en fait, essentiellement la vitesse. Donc on peut séparer, donc on sépare la dynamique, là. On a une fonction qui dépend du temps, et on va apprendre le mapping entre les conditions initiales scalées à redshift 0 de manière linéaire, et dans la partie lagrangienne, donc on fabrique un champ de vecteurs à partir de ce champ scalaire qui est un peu une transformation des conditions initiales.
Et ensuite, on le rescale avec une fonction qu'on maîtrise bien physiquement. Et la fonction de perte est une somme de deux fonctions de perte, donc qui est alors l'une est qui sont des moments, deux moments en fait. Donc, pour n égale 1, c'est juste dire, ben, en fait, on veut que le champ de vecteur qu'on apprend pour la vitesse correspond exactement à ce qu'on obtient dans la simulation. C'est le terme n égale 1. Et le terme n égale 2, ben, en fait, ce qu'on veut, c'est préserver en fait l'énergie du système. Donc, on veut que la variance des deux champs corresponde l'un par rapport à l'autre. Donc, on a besoin des deux pour que ça donne une solution qui soit stable. Et donc en pratique, quand on fait ça, en fait, ça se passe bien. Alors là, j'ai pas mis les plots, mais euh, en fait, ça se comporte mieux que le précédent, au sens que on peut arriver à mieux maîtriser ce qui se passe à petite échelle. On peut garantir qu'on peut avoir un plus faible nombre de pas de temps. On peut le faire ça en 5 pas de temps et avoir l'équivalent d'une simulation encore assez développée. Ok, alors quelques défis. Pas n'importe quel. Donc, alors, pour résumer un peu, pour le projet Manticore, donc on a quand même, c'est un projet qui coûte 100 millions d'heures de calcul, donc on aimerait bien que ça, ne pas brûler plusieurs fois les 100 millions. Donc, on a essayé de faire du portage GPU à l'avenir. Donc, on a plusieurs aspects qui peuvent être portés en GPU, notamment bon, la partie simulateur. Donc, on peut le faire soit d'une manière en utilisant les réseaux de neurones, mais en utilisant aussi ces techniques COCA. On a aussi un autre intégrateur qui a été développé par des physiciens qui a des propriétés intéressantes et qu'on va essayer éventuellement de fusionner. Mais bon, le gros truc, c'est de pouvoir faire le portage GPU partout parce que tous les centres de calcul actuels sont plutôt en train d'ouvrir avec des GPU et on ne peut pas y couper. Euh, on a des problèmes de mismodeling. Euh, notamment, par exemple, les modélisations pour les galaxies est imprécise. Donc là, on est obligé de mettre des recettes de cuisine. Enfin, même les techniques machine learning ne peuvent pas nous donner une solution parce qu'il nous faudra un échantillon d'entraînement. Et on n'a pas de simulation. On a des simulations qui nous donnent une idée, mais ce n'est pas suffisant pour être rigoureux scientifiquement si tu veux faire de la cosmologie. On apprend plus de choses sur les galaxies que sur la cosmologie quand on fait ça. Donc en pratique, il nous faut des modèles flexibles qui ressemblent à des modèles de machine learning, mais pas trop gros pour qu'on puisse quand même les fitter lors d'une chaîne de Markov. Et donc on est toujours un peu sur la brèche. On essaye de travailler sur ces aspects-là. Mais mais pour que ça marche en pratique, il faut que on impose des priors physiques un peu stricts. Et c'est pas facile non plus partout. Alors, par exemple, pour l'espace latent, pour l'instant, maintenant, on sait imposer des priors plus stricts sur l'aspect que on doit avoir un bruit blanc. Ça, c'est très important. On essaye d'ancrer aussi les moments d'ordre supérieur. Si on veut une gaussienne, ben, il ne faut pas qu'il y ait de skewness. Enfin, il ne faut pas qu'il y ait de skewness, il faut qu'il y ait une cortosis qui soit bien maîtrisée. Et on essaie d'imposer aussi des priors de manière à ce que quand tu utilises des techniques même un peu de machine learning où on impose une structure, ben en fait, ce qu'on voudrait, c'est quand on fit les paramètres qui restent, on veut contrer les inductive biases dans l'architecture par des termes bien choisis qui viennent d'observations ou de contraintes intégrales sur la physique. Donc ça, c'est des choses qu'on essaye de tester de manière un peu brutale, juste avec des simulations, mais on essaye d'implémenter ça directement aussi de la même manière qu'on impose ici les moments avec des multiplicateurs de Lagrange, j'essaie de trouver d'autres techniques machine learning. Aussi, on essaye de trouver des nouveaux algos pour échantillonner l'espace postérieur, ou au moins avoir des représentations de cet espace. L'algorithme de référence qu'on utilise, comme tout le monde, c'est Hamilton Monte Carlo Markov Chain. L'avantage, c'est que il est brutal, mais il permet de faire le job encore à 1 million de dimensions, moins, moins relativement correctement. Bien sûr, si on passe à 1 milliard, ça commence à être un peu chaud.
Et on a eu quelques problèmes par le passé de reproductivité et de convergence. En pratique, même s'il est relativement efficace, on a trouvé récemment qu'évidemment, on ne peut pas décemment mathématiquement garantir que si on a un million de dimensions, on peut arriver à avoir une représentation de la postérieure avec seulement une centaine de milliers d'échantillons. Le grand minimum, en principe, il faudrait un point par dimension. Donc ça pose des problèmes. Donc en fait, on se pose des questions de savoir comment on peut injecter un peu plus soit d'informations rationnelles ou une manière de représenter la distorsion postérieure qui permette euh, de compresser un peu le problème. Le problème, c'est que quand on fait l'information rationnelle, ben, on est rapidement avec des cas de figure. Les elbows on peut faire calculer une elbow, mais on n'a pas de distance entre la elbow, donc qui est le point minimum de l'information rationnelle, et là où est la postérieure. Donc on a un gap, mais on ne sait pas combien il est. Donc ce qu'on aimerait, c'est avoir une autre technique qui en fait borne dans l'autre sens, mais ça, c'est pas facile. Donc on réfléchit, on essaye de. Si vous avez des contacts en machine learning aussi qui ont des idées, on est preneur aussi, qui permettraient de borner ça de cette manière-là. Donc bon, je vais peut-être conclure maintenant. On peut continuer de discuter, bien sûr. Donc c'est un peu une sorte où est-ce qu'on en est. Donc on a fait beaucoup de développement technique, avoir des n-body différenciables directement dans le code. En fait, c'était le premier n-body différentiel en cosmologie. On l'a vraiment écrit à la main. Donc il n'y a pas d'autodiff, il n'y a rien du tout. Calculer tous les gradients comme il faut. Y compris un qui est le premier aussi N-body zoom différentiel. Donc, pour faire le projet Milky Way Andromeda, en fait, il fallait un simulateur zoom. Alors, c'est pas entièrement facile parce que le problème, c'est le calcul des forces. Ça, faire en zoom, c'est pas entièrement trivial. Donc, on a implémenté ça pour que ça, manière, ça scale un peu sur les supercalculateurs. On a aussi d'autres techniques avec Divine Conquer, comme j'ai mentionné, dans le cas du projet Manticore. Et on essaye d'avoir des modèles qui passent maintenant plus à des techniques hybrides avec deep learning pour au moins les aspects forward et aussi un peu pour les aspects euh, recartographiés sur les modèles, sur les formations de galaxies. Donc, on passe sur de l'exploitation scientifique aussi avec des tests sur les catalogues, des tests sur les mock catalogues. On n'est pas trop parlé, mais encore, on commence à en faire pas mal. Mais notre principal souci, c'est aussi de faire les tests en réel, savoir si on arrive à passer sur les données réelles avant de savoir si même les mock catalogues peuvent arriver à mapper exactement comme on veut. Donc on a regardé par exemple les Galaxy Survey, quelques très grands Galaxy Survey aussi, et on a aussi fait des tests sur ces point distribution, donc justement sur Milky Way Andromeda. Et en fait, on fait aussi pas mal de validation, donc on fait sur des posterior predictive tests, mais on regarde aussi des données complémentaires. Donc j'en ai pas parlé, mais par exemple, il y a des données qui sont ce qu'on appelle l'antigravitationnel, qui donnent une idée du champ de masse, mais qui n'est pas de la même manière où on dit on compte plus de galaxies, on devrait avoir plus de masse. C'est vraiment, il y a une déformation sur les faisceaux lumineux. On a aussi des sondes sur les vitesses des galaxies. On a tout un tas de données de ce style-là. Et donc ça, c'est en train de passer. Donc on arrive à voir qu'en fait, nos modèles passent très bien à ces étapes-là. Euh, donc voilà, c'était pour l'aspect conclu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je pense qu'on peut remercier Ouais. Guillaume. Merci beaucoup.